Bienvenue sur la FM 100.9, mes meilleures années comme tous les samedis à midi avec Gilles Charles, ou alors le jeudi si vous nous écoutez en rediff, le jeudi suivant à 18h. Et cette semaine, Gilles, on va partir visiter un monument du département de la Loire. Aujourd'hui, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est dans la culture, on est dans le patrimoine, on est dans un monde, j'allais dire, un petit peu magique, parce qu'on est même un monde où on découvre aussi notre passé. On a la chance de recevoir aujourd'hui le directeur du château de Andrézieux-Bouthéon, Olivier Rousseau. Bonjour. Bonjour Gilles. Bienvenue donc sur Loire FM. Alors, j'avais très très envie de vous recevoir, parce que déjà, je vous ai rencontré plusieurs fois, et vous avez été toujours très très sympathique avec moi. D'ailleurs, au passage, toute l'équipe d'Andrézieux, généralement, ils sont très sympathiques avec moi. Donc, je les remercie, j'en profite. Et puis, je voulais en savoir beaucoup plus sur tout ce qui se passe au château de Bouthéon. Parce qu'on a des endroits magiques dans la Loire, et notamment, le château de Bouthéon, c'est quelque chose de beau, de magique, et j'ai presque envie de vous dire même féerique. Tout à fait, c'est un lieu vraiment... superbe, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance d'y travailler. On propose vraiment une diversité d'activités. On n'est pas uniquement sur un château comme certains l'imaginent, un château meublé qui se visite de pièce en pièce. Il y a des châteaux qui existent ailleurs dans le département ou même en France qui sont très bien pour ça. Nous, c'est pas ça, c'est un château, on pourrait dire presque un musée, un château avec des pièces effectivement, mais il n'est pas meublé. On a recréé en fait des ambiances, mais pour faire découvrir le territoire du Forêt, également le fleuve Loire, puisqu'on a un aquarium dans les caves du château. On a un espace d'exposition temporaire, on a plein d'animations qui sont proposées. Quand vous parlez de l'aquarium, c'est des choses que vous avez recréées ? Exactement, oui, c'était dans les caves du château, il a fallu... vider les bouteilles, les quelques bouteilles qui restaient, et il y a eu une construction complète. Quand vous dites vider, vous les avez bues les unes après les autres ? Comment ça s'est passé ? Alors, j'étais pas encore là. Je pense que j'aurais aidé certainement un petit peu à les aider à l'époque, mais non, j'étais pas encore là quand ils ont enlevé toutes les bouteilles. Mais effectivement, c'est un parcours qui est recréé, qui permet de découvrir le fleuve Loire depuis les sources jusqu'à l'océan. Alors, on va aller dans le détail de pièce par pièce, presque j'allais dire du château, mais j'ai envie de savoir un peu à qui on a affaire. Donc, je voudrais savoir, Olivier Rousseau, comment il est arrivé directeur du château de Bouthéon, et surtout quel est votre parcours ? Est-ce que vous êtes quelqu'un originaire de la région ? Qui est finalement, c'est pas compliqué, qui est Olivier Rousseau ? Alors, qui est Olivier Rousseau ? Posez-lui les questions. Je vais lui poser les questions. Je ne suis pas du tout de la région. Moi, je viens des Ardennes. Donc, je suis de Sedan, dans les Ardennes. Donc, c'est dans le nord-est de la France. On appelle ça les sangliers, un peu. Exactement, ouais. Sangliers des Ardennes. Du temps que je vous tiens, pourquoi on dit les sangliers dans les Ardennes ? C'était l'emblème. L'emblème, il y avait c'était un des princes de l'époque de Sedan, qui était une principauté, qui s'appelait Robert de la Marque et qui était surnommé lui-même le sanglier des Ardennes. Et ça a été perpétué, notamment dans les équipes de foot. Il y avait l'équipe de foot de Sedan et c'était aussi les sangliers et la mascotte. La particularité, c'est qu'ils ont du vert comme les Stéphanois. Exactement. Oui. Là, Je vois que vous. Vous connaissez. Oh, je suis presque incollable en football. Oui. Non, je plaisante. Mais voilà. Et donc à l'école, on se destine à quelles études pour devenir directeur d'un château ? Alors mon parcours, c'est pas du tout histoire ou château. Moi, j'ai fait des études de sciences, sciences naturelles. Donc j'ai un parcours classique dans ce domaine. Mais c'est vrai qu'à la fin j'ai été jusqu'à une maîtrise de sciences naturelles et puis ensuite j'ai bifurqué un petit peu. Je suis allé dans la valorisation du patrimoine, mais la valorisation du patrimoine naturel. Et donc en fait, je suis allé au Muséum d'histoire naturelle à Paris et j'ai fait des études dans le domaine de la valorisation du patrimoine naturel au départ. Et j'ai commencé à travailler dans ce domaine. J'ai eu un poste sur un site qui existe toujours, qui s'appelait à l'époque Nocturnia et qui est devenu le parc Argonne-Ardennaise, qui est un site de visite pour découvrir les animaux de la faune européenne notamment. Donc j'ai travaillé dans ce domaine-là et puis après, je suis venu ici. Et là, c'est comment ? C'est une annonce, on vient vous chercher, on répond à une demande ? Alors, c'est une annonce. En fait, c'est ma compagne qui avait été mutée dans le secteur, à Saint-Chamond. Donc, j'ai essayé de trouver quelque chose aussi dans le coin. Et il y avait une annonce qui a été parue dans les revues spécialisées de collectivités locales. La ville d'Andrézieux-Bouthéon cherchait quelqu'un pour diriger son château. Donc, j'ai postulé. Il y avait comme le site est un peu particulier, c'est pas uniquement du château, mais il y a aussi des animaux. Il y a un parc animalier, il y a les aquariums dont je vous ai parlé. Mais voilà, j'ai postulé
j'ai été avec joie accepté. Une dernière question sur les Ardennes. Quelle est la différence? Est-ce qu'il y a une grande différence entre la vie à Andrézieux-Bouthéon et entre Andrézieux-Bouthéon, pas que je bute sur les mots, et la vie dans les Ardennes? Est-ce que c'est des régions complètement différentes ou alors il y a des similitudes? Il y a des similitudes et j'ai trouvé, parce que je connaissais pas du tout ce territoire ligérien. Et voilà, et moi je connais pas du tout les Ardennes. J'ai trouvé beaucoup de similitudes. On est un département vert aussi, très vert, un département ouvrier. Il y a beaucoup notamment de sidérurgie, de fonte. De moins en moins, par contre. Par contre, de moins en moins. Ouais. C'est vrai que c'est au niveau économique, c'est Comment difficile. on se remodernise, on se retourne vers l'avenir quand on perd tous ces emplois justement dans ces bassins-là? Ici à Saint-Étienne, on est un peu parti sur le design, on est sur les nouvelles technologies. Dans les Ardennes, ils sont partis sur quoi un peu? Ils essayent de partir un petit peu sur le tourisme, surtout par rapport aux pays nordiques. Ouais. Il y a beaucoup de Belges et de Hollandais qui viennent, mais bon, ça nourrit pas forcément tout le monde, et donc après c'est compliqué. Ils essayent de rester sur la qualité au niveau aussi du façonnage, de l'outillage, pour essayer aussi d'être un petit peu sur des choses de qualité, de valoriser la main-d'œuvre locale. Très bien, alors on va maintenant revenir à Andrézieux-Bouthéon, plus précisément à Bouthéon pour ce fabuleux château. Est-ce qu'on peut en quelques mots nous raconter l'histoire de ce château? Alors l'histoire de château, bah écoutez... Alors bien évidemment aujourd'hui on peut aller sur internet, on trouve beaucoup Oui. de choses, mais c'est quand même mieux si c'est vous qui nous contez ce magnifique lieu. Alors sur le château, ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne sait pas forcément grand-chose, parce qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup d'archives. Il y a quelques traces historiques dans certains documents. On sait qu'il y avait un château de Bouthéon, un château à Bouthéon au XIIIe siècle, mais après, on ne sait pas à quoi il ressemblait, puisqu'en fait, le château, au fur et à mesure des époques, au fur et à mesure de ses propriétaires, il a été transformé. C'est comme un peu chez vous, quand vous rachetez une maison, une vieille maison, vous avez tendance à la retaper un petit On peu. la met un peu à sa main et puis Exactement. un peu à la couleur de l'époque. Exactement. Moi j'ai vu que, donc vous parlez du XIIIe siècle, à l'époque il appartenait au comte du Forez. Exactement. Et il s'agissait a priori d'un simple donjon. Oui, on pense que c'était un donjon. On a peut-être quelques traces visibles dans les sous-sols du château, sous une aile. On pense que c'est de cette époque-là. Ça n'avait pas du tout la même forme qu'actuellement, hein, mais ça devait être une simple tour qui a ensuite été englobée dans un bâtiment plus large. Et puisqu'on est dans l'histoire, le comte du Forez, donc, qui guerroyait contre le comte de Murol, vers Clermont-Ferrand. Parce que j'ai vu il y a 2 ans le château de Murol, Et c'est château de aussi Murol, magnifique. Et à c'est Murol, il y a magnifique. également Avec- un château magnifique. Avec des reconstitutions Ouais, ouais. historiques, etc. Et donc, dans la reconstitution, on voit arriver le comte du Forez, Ouais. qui vient guerroyer contre le comte de Murol. De Murol. Est-ce que quand il arrive, il est habillé en vert? Donc on revient à l'histoire de ce château. Donc à la base, donc c'est un donjon qui remonte à peu près, pour les traces, au XIIIe siècle. Oui, exactement. Est-ce que ce donjon, à l'époque, c'était pas plutôt pas un lieu de vie, mais plutôt un endroit qui était en hauteur pour voir un peu arriver les ennemis? Oui, mais comme beaucoup Oui, pas comme tous, hein, de généralement. forteresses à cette époque. C'était une forteresse. Bouthéon était sur un lieu surélevé, au-dessus de la Loire. Ça permet, même encore actuellement, d'avoir une vue assez incroyable sur les monts du Forez, sur les monts du Lyonnais, sur le Pilat, sur toute la plaine du Forez. Donc c'était un endroit stratégique. Donc au départ, effectivement, c'est un lieu qui devait servir à protéger, à surveiller et à vivre aussi un petit peu. Et c'était quand même une forteresse où il y avait Et de là l'habitation. aussi, on fait comment pour retrouver des archives? Est-ce qu'on fouille les caves ou alors on va chercher dans des documents qui seraient peut-être même très très loin en France? On va chercher sur de la documentation, effectivement, parce que sur place, même pendant les travaux, on n'a rien trouvé, pas trouvé grand-chose. On a travaillé, et on travaille toujours avec l'ADIANA, la Société archéologique et d'histoire à Montbrison, avec l'archéologue Christophe Madevaux, qui était présent aussi un peu pendant les travaux de restauration du château et qui a pu faire quelques relevés. Et à partir de là, il a émis plusieurs hypothèses et on continue à travailler avec lui. On fait des recherches sur de la documentation, des documents d'archives. Alors, la chance qu'on a maintenant à notre époque, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont numérisées et on arrive à retrouver des documents sur Internet, sur Gallica, sur la Bibliothèque nationale de France. Et puis on a eu aussi quelques documents des archives privées qui nous ont été transmis. Et il a fallu
les traduire parce que c'est du vieux français, c'est compliqué. Et on a pu travailler là-dessus, notamment avec l'association locale qui est les Amis du Vieux-Boutéon, pour essayer de comprendre un petit peu comment, à différentes époques, était le château. Vous avez levé un sujet qui me passionne aussi. Vous avez parlé de vieux français. Comment on fait là aussi pour on a des gens spécialistes qui sont capables de traduire ce vieux français. Oui, il faut parce que c'est très. Et il y a encore beaucoup de gens qui sont capables de lire ce vieux français. Comment ça se passe là? S'il y a des organismes, des associations? Il y a des organismes, des associations. Il y a les archives aussi départementales qui régulièrement organisent des formations pour arriver à retranscrire l'écriture et arriver à traduire. Et une dernière question, je sais que vous n'êtes pas spécialiste, mais est-ce que suivant les époques, le français a beaucoup évolué? Oui, bien sûr. Oui. Mais il évolue encore. Oui, bien sûr. Là, je crois qu'il s'est anglicanise, on dit. Il s'est anglicanisé, mais vous avez même au niveau de la France des disparités complètes en termes de langage. Suivant les régions. Les régions. Moi, quand je suis arrivé ici, il y a des mots, je n'ai pas compris. Mais vous savez, il y a quelques semaines, on a eu une dame qui est extraordinaire, qui s'appelle Lily Barbier, qui est une des spécialistes du Gaga. Oui. Je suis sûr que si on vous parle de Vogue ou de Babet, au début, vous ne saviez pas de quoi on vous parlait. Pas du tout. J'ai eu un peu de mal après. Est-ce que vous qui êtes maintenant sur Andrézieux, est-ce qu'il y a aussi à Andrézieux, il y a des termes un peu différents de d'autres villes de la région ligérienne, voilà le mot exact? D'autres mots Des expressions que vous n'aviez jamais entendues, Après, c'est des expressions qu'on retrouve sur le bassin stéphanois. C'est se mettre en caisse. C'est du Gaga, ça. C'est du Gaga. Mais le babet que vous avez évoqué. Surtout que dans votre parc animalier, il doit y en avoir des babets. Il y en a exactement. Oui. Et vous savez que moi, quand le jour où on m'a parlé de pommes de pain, je savais pas de quoi on me parlait. Ah bon? Je cherchais, je disais des pommes, du pain, je comprenais pas de quoi on me parlait. Oui, comme ça marche dans les deux sens. Donc on revient au château. Et si on regarde bien un peu l'historique, oui. On peut dire que c'est en 95, quand la commune d'Andrézieux-Boutéon est devenue propriétaire, que ça a repris vraiment, ça a reboosté le lieu. Exactement, puisque jusqu'à présent, il avait toujours été... alors, j'allais dire, c'est faux, il n'avait pas toujours été privé. Quand la commune l'a racheté, il appartenait à un particulier, mais il faut savoir que dans les années 1938, le château a été racheté par les Hospices civils de Saint-Étienne, qui voulaient en faire comment il disait, un hôpital pour anormaux hommes, donc un asile. Oui, pour les handicapés un peu. Exactement. Et en fait, il y a eu la guerre, et donc le lieu a servi plutôt comme lieu de refuge pour un peu partout en France. Il y avait des réfugiés lorrains. D'hôpital un peu, non? D'hôpital plus pendant la guerre 14-18. Là, ça a été un hôpital bénévole militaire. Il y a eu des soldats qui ont été soignés à Boutéon. Et tout à l'heure, vous parliez quand je dis tout à l'heure, c'est récent. Quand vous parliez d'un propriétaire privé, oui. Il doit falloir des fortunes pour entretenir des lieux pareils. Ça coûte cher. Parce qu'on voit souvent des documentaires à la télévision où des familles rachètent et ils y passent toute leur vie pour restaurer 2-3 pièces. Oui, tout à fait. Le dernier propriétaire, c'était Monsieur Grousset, qui était un industriel de Saint-Just-à-Rambert, qui était spécialisé dans les écrous. Et avant, si on prend à la fin du 19e siècle, c'est Claude Coignet, qui était un rubanier, qui avait fait fortune à Saint-Étienne. Et c'était sa résidence secondaire. Il avait un immeuble rue d'Arcole à Saint-Étienne, mais autrement, c'était son château de détente du week-end. Donc oui, il faut des moyens, puisque pour ceux qui ont un appartement, une maison, vous le voyez très bien, au bout de quelques années, il y a des travaux à faire, mais dans un château, c'est multiplié par beaucoup, puisqu'on est on doit être sur 5000 mètres carrés. On peut dire qu'il y a un château qui est grand. Ouais, excuse-moi, mais surtout qu'en fait, le château de Boutéon, on pourrait peut-être comparer avec la bâtie d'Urfé, même si c'est pas la même chose. Mais sauf que là, c'est le département de la Loire dans son ensemble qui le gère. Que là, c'est une commune, quoi. Oui, là, c'est une commune. Et ensuite, au niveau de la bâtie d'Urfé, c'est encore plus compliqué et difficile, parce qu'ils ont fait le choix très fort de pouvoir... l'ouvrir, mais aussi le reconstituer tel qu'il était à une époque. Ouais. Donc il y a eu des travaux très coûteux de restauration. Ils ont remeublé aussi le site, et il est vraiment magnifique. Nous, le choix était un peu différent. Donc on est aussi sur un lieu où on n'a pas pris, on n'est pas classé. Donc on a eu le choix, au niveau de la commune, a eu le choix de faire une restauration un peu comme elle le souhaitait, en prenant les matériaux qu'elle a choisi. Donc il y a eu des astuces de fait pour que ça coûte moins cher
que si on avait fait une restitution Parce à une que époque quand c'est identique. classé, là, il y a des lois, il y a des... Il y a des lois, il y a des cadres. il y a un cadre particulier, il y a des entreprises particulières qu'on doit prendre, qu'on doit choisir, et il y a un coût qui est beaucoup plus important, de l'ordre de 20 à 25% par rapport à une entreprise Mais le normale. fait de ne pas être classé, c'est peut-être aussi un désavantage, c'est que vous n'avez peut-être pas des subventions. Exactement, c'est vrai. On n'a pas de subvention. Comment dire, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Exactement. Oui. Mais ce qui n'empêche d'avoir un lieu qui vit. Voilà. Et c'est entièrement la ville d'Andrézieux-Bouthéon qui le finance, ou alors il y a d'autres aides, En fonctionnement, c'est uniquement la ville d'Andrézieux-Bouthéon. Au niveau de l'investissement au départ, il y a eu un petit peu d'aide de la région et du département, mais seulement quelques pourcents. On doit être à 5% maximum parce de que l'investissement. Pour vivre, c'est quoi si mes souvenirs sont bons, il y a une entrée pour le parc, Oui. on paye une entrée. Oui. Quand il y a des manifestations, ça vous coûte de l'argent ou ça vous rapporte de l'argent? Ça dépend des manifestations. Ça dépend des manifestations. Donc, Tout a un coût. Donc il y a un équilibre qui est assez difficile à trouver. Il y a un équilibre qui est difficile à trouver. Ensuite, on n'est pas un casino. C'est l'exemple qui me traverse. C'est pas une structure faite pour gagner de l'argent. Non, mais il faut quand même essayer d'arriver à l'équilibre. Quand Il même, faut arriver à Si l'équilibre. chaque année vous creusez, Exact, oui, ça tout sera à plus fait. un château, ça sera un grand creux au milieu. Oui, mais il faut voir tout aussi, il faut prendre dans l'ensemble tout ce que le château peut apporter à la commune. Oui, il y a un coût et un reste que la commune doit financer, mais elle finance aussi un lieu de vie, un lieu qui attire 75 000 personnes à l'année dans une commune qui en fait 10 000. C'est un site qui attire des entreprises par rapport aux espaces qu'on a en location pour les séminaires. C'est un lieu d'animation avec tout ce qui est fait. C'est un lieu aussi qui participe au développement local, puisque si je prends le cas, on a un cheval de trait, on va ramasser les poubelles toutes les semaines sur les bords de Loire. J'ai vu passer ça sur Internet. Oui. Et on a participé à une opération il y a quelque temps, l'opération Loire Propre, qui se déroulait en début mars. Début mars. Et donc, on participe à la vie de la commune. On produit des légumes bio pour les cantines de la ville. Donc, on est aussi dans une démarche plus large que le simple fait de ouvrir un lieu à la visite. On est un lieu de visite, mais on est aussi un lieu d'animation, un lieu de vie et un lieu qui participe à l'activité, à l'attractivité de la commune. Quand vous parlez de produire du bio pour les cantines, ça implique du personnel, ça? Vous avez des jardiniers, vous avez quoi On a une maraîchère qui est dédiée, qui est formée qui est spécialisée et puis qui est aidée aussi par le personnel qui est présent et qui est là. Et puis le personnel communal, non? Ou ça n'a Oui. rien à voir? Ou c'est deux Si, structures différentes? Non, on est de la Ouais. commune. Ouais. Je travaille pour la commune. Donc on est une grande équipe, une grande famille et on s'entraide. Donc on fournit et ça c'est quel volume pour les écoles? C'est quelque chose qui est toute l'année, c'est temporaire, c'est suivant les saisons, comment ça se passe là aussi? C'est très intéressant les cantines scolaires. Alors sur les cantines scolaires, on est sur une production qu'on a commencé en 2010, donc on le fait progressivement. Là cette année 2017, on a refait nos calculs, on est à pratiquement 7 tonnes de légumes qui ont été produits sur 2017 et qui ont permis d'approvisionner les écoles sur 2017, mais aussi sur début 2018, puisqu'il y avait, je pense notamment aux carottes, aux poireaux qui sont produits sur 2017. Forcément, on les laisse en terre et on peut encore les Est-ce que fournir. ça fait chuter le prix des cantines justement pour les élèves? Ou alors ça n'a pas vraiment d'influence sur le tarif? Alors, il y a deux choses. Il y a le coût Ouais. effectif pour la commune et le choix politique du coût tarifaire du ticket de cantine. Ticket de cantine. À Andrézieux-Bouthéon, il y a un choix politique fort qui est de dire que le ticket de cantine est à 2 € par enfant, avec les 5 composantes. Ça doit être le prix qui est le moins cher du département. 2 €, c'est sûr que c'est pas. Et si en plus, si c'est pour manger des produits bio qui sont cultivés avec- au château de Bouthéon. Exactement. Donc, Non, mais 2 € parce que la ville compense. oui, bien sûr. Évidemment, oui. Mais comme toutes les communes, Oui. vous avez aucun ticket Oui. de cantine. Non, mais qui on n'est pas aurait, subventionné. on aurait pu croire que c'était 2 € le prix de revient. Non. Ouais. Non, C'est le prix de revient c'est aux le familles. prix aux familles. Le C'est prix de vente aux familles. Oui, parce qu'il y a un choix fort de pouvoir aider les familles à avoir un repas pour les enfants. À côté de ça, il y a le coût effectif du repas pour la commune. Effectivement, la commune subventionne beaucoup, mais elle va trouver justement des choses pour essayer de diminuer son coût au départ de la matière première et puis pouvoir proposer des choses meilleures. Si on produit nous en interne du bio, mais on l'achète pas. Et, donc c'est un coût moindre et une offre qui est offerte aux familles. On est toujours en train de parler du moins 10 ans, là on est vraiment dans le mieux 10 ans. Exactement.
Et c'est souvent, on a des gens qui parlent et on dit il n'y a pas d'acte. Et là, chez vous, c'est vraiment du concret, quoi. Oui, et les gens, en plus, qui mangent à la cantine, le bio, ils peuvent aller voir les animaux au parc animalier. C'est la boucle qui est bouclée, quoi. Oui, puisqu'on a une partie des terres qui sont dans le parc même, donc les gens, en particulier les habitants, peuvent voir les productions, et puis on a d'autres terres un petit peu tout autour, mais ça permet, on fait. Et souvent, on communique peut-être pas encore assez dessus, parce que certains peuvent communiquer sur des projets et autres. Nous, on fait d'abord, parce qu'il y a le choix, à dire allez hop, on y va. Il n'y avait pas de production locale en bio. Encore quelques années, c'était compliqué à s'approvisionner pour les écoles, parce que nous, la cuisine centrale, c'est 600 repas par jour, il faut pouvoir fournir, même si c'est beaucoup moins que Saint-Étienne. Mais le choix qui a été fait, voilà, il y a un choix fort de se dire, on a déjà un parc qui existe, on a du personnel. Nous, on est ouvert 7 jours sur 7, donc de toute façon, le personnel, il y a au moins une personne 7 jours sur 7, ce qui permet aussi de suivre le potager 7 jours sur 7, ce qui est aussi un avantage que ne pourraient pas forcément se permettre toutes les collectivités. Allez, on a beaucoup parlé, vous nous avez donné faim, on va écouter un peu de musique. Vous avez choisi en première chanson Eddie Mitchell avec La Dernière Séance. On revient juste après pour parler de tout ce qui se passe en événement au château de Boutéon, et vous nous parlerez également de culture. On écoute Eddie Mitchell. La lumière vient déjà et le film est terminé. Je réveille. Vous écoutez Loire FM sur la fréquence 100.9. Vous pouvez également nous écouter sur internet www.loirefm.org. Pour nous contacter, très simple, Loire FM, 11 rue René Cassin à Saint-Étienne, au 04 77 90 59. Loire FM, votre radio locale. Un retour dans Mes meilleures années, la seconde partie. On est aujourd'hui avec Olivier Rousseau, le directeur du château de Boutéon. Et au passage, je félicite Philippe qui a dû refaire tous ses nouveaux jingles puisqu'il y a une nouvelle adresse pour Loire FM. On a parlé de gastronomie, on va parler de gastronomie, mais on a parlé de cantine bio. Je voulais revenir sur la chanson, moi, Eddie Mitchell, La Dernière Séance. Est-ce qu'au château de Boutéon, on peut aussi organiser des projections de films en plein air, des choses comme ça, non ? On pourrait, mais c'est une bonne idée, on n'en a pas encore fait. Je trouve ça a un peu disparu ces projections. À une époque, à Saint-Étienne et dans la région, il y avait pas mal de projections de festivals l'été de cinéma en plein air où les gens amenaient leurs chaises. Oui. Et je pense que à Boutéon, c'est un endroit qui s'y prêterait peut-être bien, non ? Oui, c'est vrai, c'est une très bonne idée. Il y a pas mal de place. Il y a de la place. Et on est un peu dans le rétro aussi en ce moment, tout ce qui s'est passé dans les années précédentes, donc il y a peut-être un truc à faire aussi. Il y a un truc à faire. Je vais peut-être vous embaucher pour trouver des idées. Moi, vous savez, j'ai un problème, c'est j'ai toujours 100 idées par jour. Alors, non, je reviens à la gastronomie. J'ai vu qu'en mars, vous avez organisé pas mal de choses. Il y a des repas gastronomiques. Et puis, il y avait aussi les halles gourmandes qui se sont déroulées il n'y a pas très longtemps, au mois de mars, donc chez vous. C'est quoi les halles gourmandes ? C'est une envie, on donne l'envie aux gens de la région de venir découvrir des produits de la région. Comment ça se passe ? Vous avez très bien résumé. Alors on arrête, j'ai tout dit. À table. On a la chance que la commune nous ait construit une belle halle en bois de 800 mètres carrés dans le parc, afin de nous aider aussi au niveau de l'organisation de manifestations, puisque on organise beaucoup d'événements en extérieur et souvent on est dépendant des conditions climatiques. Et donc avec cette halle, on s'est dit on a déjà une sensibilité au château de Boutéon à valoriser le patrimoine local, l'identité locale, notamment à travers la gastronomie et les produits de bouche. Et donc on s'est dit qu'on allait organiser un marché, un petit marché, qui permette de vraiment valoriser la multitude, je trouve, de producteurs, de bons producteurs qu'on a ici dans la Loire. C'est vrai que ça a été... moi, quand je suis arrivé, j'étais un peu étonné quand même par tout ce qui était produit. Il y a fromage, viande, on peut en trouver ailleurs, mais il y a des bons fromages. Enfin, la forme de Montbrison, c'est excellent. Il y a d'autres fromages, mais il y a plein de choses. Il y a du vin vraiment très bien. Il y a beaucoup de vin aussi. Il y a beaucoup de vin, et pas que du Côte-du-Forêt. Il y a des choses vraiment très sympathiques. Et donc, ça permet un petit peu de valoriser un petit peu tous ces produits-là. Et vous, il y a un produit particulier qui attire votre attention, que vous conseillez ? Ou que vous avez mis sur votre table en priorité ? Il y en a beaucoup.
Je sais pas, vous avez parlé de fromage, est-ce qu'il y a un fromage particulier Comme je vous l'ai dit, la fonte de Montbrison, pour moi, ça a été une vraie découverte en arrivant ici. Avec du pain un peu chaud. Avec un pain un peu chaud, voire même en toastant avec le fromage le pain. Non, ça a été une vraie découverte. La fonte de Montbrison, les différents vins qui sont produits ici. Aussi une découverte un peu récente, c'est la rillette de carpe du Forêt. C'est quelque chose, on a on est en exclusivité, parce que je connais pas du tout. Bon je connais pas du Alors tout. c'est la fédération de chasse qui fait ça. Elle récupère des carpes, ça doit être aux étangs de Bitterne, me semble-t-il. Alors oui, ils font pas transformer encore sur place parce qu'il n'y a pas les possibilités. Ils font avec un transformateur qui se trouve dans l'Ain. Et ils font différents types de rillettes de carpe et c'est vraiment excellent. Nous, on fait découvrir ça à nos visiteurs dans le cadre de visites et les gens ils sont ravis de cette découverte. Et on peut acheter ça où ? À la boutique du château de Boutéon. À la boutique du château. C'est uniquement ou il y en a Non, il y en a un petit peu partout. Alors, il faut aller voir sur le site de la Fédération de chasse. Ils ont référencé, ils sont déposés à justement, vous nous avez parlé de boutique. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans votre boutique alors au château ? Des produits locaux comme on vient d'en parler. Alors, pas de fromage, mais du vin, de la bière. La bière de Saint-Just, notamment celle qui a été primée au dernier Salon de l'Agriculture. On a notre... pour tout vous dire, je suis en contact avec elle et j'espère qu'elle viendra dans les semaines qui viennent. Là, elle a un emploi du temps surchargé. Oui, très chargé. Donc elle a beaucoup de mal à trouver une heure à dégager, mais je pense qu'on va arriver d'ici le mois de juin à la faire venir à ce micro. Ça serait vraiment très bien. Elle fait vraiment des choses vraiment très sympathiques. On a aussi l'huile de colza, donc des choses comme ça. Donc tout ça, c'est des produits locaux. Mais après, on va avoir dans la boutique tout ce qu'on peut trouver dans une boutique de château et de musée. On va avoir des choses sur les chevaliers, on va avoir des livres, des jouets, des peluches sur les animaux, des figurines, on va avoir des choses sur la nature. Enfin, on essaie de proposer plein de choses différentes. J'ai beaucoup de questions qui arrivent là, on reviendra après au Algourmande, mais on est beaucoup aujourd'hui dans le monde virtuel. On a vu notamment à la Foire de Saint-Etienne il y a quelques mois maintenant, on rentrait dans le stade Geoffroy Guichard avec un casque et on était comme si on était dans un joueur presque. Est-ce que dans un château de Boutéon, est-ce qu'on peut pas recréer des choses comme ça avec un casque où on se retrouverait, je sais pas, moi, au Moyen-Âge avec des personnages qui arriveraient Si, ça peut se faire, ça se fait dans d'autres châteaux. Ça je existe. pense que c'est très demandé, et c'est très... je sais pas, on a vraiment l'impression de vivre une expérience. Moi, je serais toi, Gilles. J'enverrai, il t'a déjà tendu la perche une fois. J'enverrai un CV au directeur du château de Boutéon. Oui, mais il m'a tendu la perche, mais je suis pas pêcheur. mais c'est possible. Par contre, ça demande aussi des coûts, des moyens, des moyens financiers pour développer ça. Mais à Saint-Etienne, il y a beaucoup de petites jeunes entreprises qui sont dynamiques. Il y a sûrement des partenariats à faire. C'est à creuser, effectivement. Des choses à créer. Oui, pour revenir au Algourmande, c'est une manifestation qui est toute nouvelle finalement. C'est toute nouvelle. On en a fait une première en décembre et là ensuite en mars et on en fait. C'est assez régulier dans l'année. On va essayer d'en faire au moins une par saison, sauf à l'automne où on a notre fameuse fête de la courge. J'allais y venir aussi. De côté. Qui va faire office. Et ça va revenir chaque année et chaque fois c'est un thème différent. C'est un coup c'est le cochon, un coup c'est le fromage, un coup c'est le vin. Non. On ouvre pour le moment. Peut-être que ça viendra. On fera des thématiques plus spécifiques, mais pour l'instant, on ouvre en fonction aussi des possibilités de nos amis producteurs qui puissent se déplacer. Et dernière question technique sur ces halles gourmandes, c'est les producteurs qui vous contactent ou c'est vous qui allez les démarcher en disant on fait un truc sympathique chez nous, venez proposer vos produits? Pour le moment, c'est plutôt nous qui les démarchons. On leur propose de venir et ils répondent heureusement. Avec plaisir. Très bien. On va parler de la courge, parce que c'est un axe essentiel sur le château de Boutéon. Oui. Parce que c'est souvent pour la courge qu'on va au château. Exactement. Il y a aussi beaucoup de conférences, j'ai vu. Comment ça se passe là aussi? C'est des entreprises qui vous démarchent ou c'est vous qui organisez des conférences? Alors pour les conférences, non, c'est nous qui organisons les cycles de conférences. On est rattaché aux conférences de l'Université pour tous de Saint-Etienne, de l'Université de Saint-Etienne. Et nous, on organise des conférences en écoutant nos publics, puisqu'on a des abonnés qui viennent régulièrement pour ces conférences. Et chaque année, on l'a fait déjà. On fait le point sur un peu. On leur propose des thématiques, ils nous en proposent d'autres, et puis on essaye de trouver des conférenciers pour venir parler de différents thèmes. Et des fois, on rattache ces thèmes aussi à l'actualité du château. Même s'il y en a d'autres, c'est des thèmes plus larges sur la politique, sur le droit, le sport.
support, ouais. mais on essaie aussi de rattacher sur l'histoire du château, sur les expositions qu'on peut proposer. Là aussi, c'est ouvert à tout public ou alors c'est des conférences qui sont un peu privées? Non, c'est pas On doit s'inscrire. On doit s'inscrire par contre. s'inscrire. Et c'est vrai que on est un peu victime de notre succès puisqu'on a les places sont très chères. C'est toujours bon C'est d'être très victime cher. de son succès. Oui. Pour remémoriser, hein, j'ai la brochure sous les yeux. En mars, vous avez eu la Russie de Poutine. Oui. Donc ça devait être passionnant. Oui. Il y a eu le rire de Rabelais, il y a eu la médecine chinoise, donc c'est vraiment des thèmes variés. Oui. Il y a eu la batellerie de la Haute-Loire qui devait être aussi passionnante. Et puis je vends pas la mèche, mais tout le monde sait que cette émission est enregistrée. Donc si on est dans les cordes, normalement le 24 avril, il y aura aussi une conférence qui sera animée par monsieur ou madame Favre Tissot Bonvoisin. Oui. Donc c'est monsieur. Ça sera concernant l'Autriche. Oui. Donc on est dans des sujets complètement Différents divers et variés. Et là, c'est sur de la musique, en fait. C'est un conférencier qui vient chez nous régulièrement, qui est très demandé, qui nous fait des superbes conférences avec des extraits musicaux, et notamment sur le classique. Très bien. J'ai noté également que le château est pas ouvert toute l'année. Alors, si, il est ouvert toute l'année, mais pas aux mêmes horaires. C'est-à-dire qu'il y a 2 jours dans l'année où nous sommes fermés. C'est le 25 décembre et le 1er janvier. Parce que vous allez manger les chocolats et les huîtres, vous allez fêter Noël et le jour de l'an. Non, mais sachant qu'il y a quand même un agent qui vient pour s'occuper des animaux. Puisqu'on a Oui. des animaux, il faut être là tous les Les jours. animaux, là, il n'y a pas de vacances, on dit. Hein. Mais disons que pour le reste du personnel, ça fait une petite relâche. Donc, on peut visiter le parc et le château toute l'année. Toute l'année. Par contre, en basse saison, on est ouvert que les après-midi. À partir de 14h et en haute saison pour nous, donc à partir du 15 juin, à partir de 10h, on est ouvert. Et autrement, pour les groupes, ça peut être n'importe quel moment. J'ai noté que le parc animalier et botanique, il est ouvert depuis 2006. Oui. Et j'ai Et également le château noté, depuis 2007. ouais, j'ai noté également que les périodes d'ouverture pour le parc animalier, c'est du 15 juin au 14 septembre. Ah non, ça c'est Donc, de 10h, oui, De 10h à 18h. de 10h à 18h. Et autrement, du 15 septembre au 14 juin, c'est de 14h à 17h pour les entrées. On ferme le site à 18h. Très bien. Mais on est bien ouvert 7 jours sur 7. Et il faut aussi noter que quand on va au château de Boutéon, il y a pas mal de places pour pouvoir se garer. Parking gratuit, Voilà, une ça, centaine de places. Souvent, qui sont- on dit on va aller à tel endroit, puis on dit finalement on n'y va pas parce Oui. qu'on ne peut pas se garer, il n'y a jamais de place. Oui. Là, il faut quand même le noter qu'il y a beaucoup de place pour se garer, donc il n'y a Il aucun y a de la souci. place. J'ai noté aussi dans votre programme, il y a beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup d'animations. Il y a des balades en calèche. Oui. C'est extraordinaire ça. Oui. Ça se passe comment là aussi? Il faut louer, il faut réserver. Alors, nous, on les organise pour le public individuel à des dates précises et c'est avec notre jument de Tréauxois. Alors, c'est l'une des particularités du site. Hein. On présente des races qui sont anciennes ou rares, à faible effectif. Et le cheval de Tréauxois, c'est la race de chevaux de trait au plus faible effectif. Il y a recensé en France environ 300 juments et une vingtaine d'étalons seulement. Et donc nous, on a notamment une jument qui est là et qui travaille, qui fait le ramassage, comme je disais tout à l'heure, sur les bords de Loire, qui fait un petit peu aussi de maraîchage et qui va faire aussi de la calèche, où on va proposer aux gens de se balader dans les rues de Boutéon, soit pendant l'été au mois de juillet, soit notamment au moment de manifestations, comme par exemple la manifestation Couleur Nature, ce qui est une fête sur le développement durable qui aura lieu le 5 et 6 mai, où il va y avoir là cette fois plusieurs calèches qui vont être là et qui vont permettre aux gens de se promener tranquillement dans les rues de Il ne Boutéon. faudra pas que je rate le rendez-vous, il faudra que je vienne faire des photos. Avec plaisir. On va écouter, on va faire une nouvelle pause, une deuxième chanson. Avant d'écouter Happy et William Farrell, ou Farrell Williams, on garde le meilleur, j'allais dire, pour la fin. On parlera de l'exposition qui s'appelle Des bateaux et des hommes dans la dernière partie, Oui. et puis également de cette fameuse fête de la courge. Très bien. Allez, on repart en musique. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here. Gilles Charles vous donne rendez-vous pour 2 émissions sur la FM en alternance, le samedi à midi, mes meilleures années, et le rendez-vous avec la politique. Le direct, c'est donc le samedi à midi et la rediffusion le jeudi suivant à 18h sur leur FM 100.9. Leur FM, la radio qui donne la parole aux acteurs ligériens. En retour pour la dernière fois, la dernière partie de ces mes meilleures années avec notre invité aujourd'hui, le directeur du château de Boutéon, Olivier Rousseau. J'ai envie de vous demander, Olivier, ça va?
Ça va très bien. On est bien aussi, on est bien au château de Bouteron, mais on est bien aussi dans les locaux de On est bien l'ORFM. chez vous, c'est On vrai, a- c'est vrai. Oui. Dans un beau panoramique, là, on est C'est vraiment super bien bon. dans ces nouveaux locaux. Allez, on enchaîne avec les expositions au château. Depuis le 31 mars, vous avez une exposition qui a l'air passionnante, qui s'appelle Des bateaux et des hommes. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Et c'est une exposition qu'on peut pas rater parce qu'elle commence le 31 mars, elle a commencé le 31 mars, et elle finit le 13 janvier 2019. Oui, bah écoutez, c'est une exposition où je me demande même pourquoi on n'a pas proposé avant, puisqu'en fait c'est une exposition qui va parler d'une thématique qui est vraiment originale sur comment. Oui, je dirais pas originale, ça serait. C'est un des éléments clés, je trouve, de l'identité du département de la Loire et du puis Forêt. C'est en et plus, d'Andrézieux-Bouthéon. c'est vraiment l'histoire de cette région-là, parce C'est- que c'est exactement ce qui se passait à l'époque. Hein. Moi, j'ai eu Exactement. des échos. On transportait le bois, on transportait plein de choses Oui. par l'eau. Hein. Exactement. Alors, on va parler donc du transport par la Loire, par les rembertes. Donc, c'était ces bateaux en sapin des Monts du Forêt qui étaient construits sur la commune de Saint-Rambert et qui permettaient de transporter notamment le charbon du bassin stéphanois jusqu'à Roanne et même au-delà, puisque en fait, les rembertes, elles étaient conçues pour un seul voyage dans le sens où elles remontaient jamais jusqu'à leur port d'attache, mais par contre, elles allaient parfois jusqu'à Paris, elles allaient parfois jusqu'à Nantes, elles étaient réutilisées autour d'Orléans une fois le charbon arrivé, elles étaient réutilisées pour d'autres emplois, et elles avaient comme ça des vies incroyables sur le fleuve. Et tout ça à partir d'une spécificité du territoire qui est au départ le charbon, qui a fait l'histoire et le développement de la ville. Et tout ce transport qui se faisait à partir du port de Saint-Just, mais aussi à partir du port d'Andrézieux, et notamment à partir du début du 19e siècle, dès qu'il y a eu une nouvelle route qui a été construite au nord de Saint-Étienne et passant par la Fouillouse pour déboucher à Andrézieux, tout le charbon de Saint-Étienne était amené jusqu'au port d'Andrézieux pour aller jusqu'à Roanne et ensuite aller dans d'autres lieux. Allez-y. Et donc c'était un petit peu cette histoire qu'on voulait raconter, et puis parler de cette histoire du fleuve, parler de cette histoire des hommes où on a complètement oublié, je trouve, qu'il y a eu vraiment une marine de Loire, une marine du fleuve. J'avoue que quand j'ai reçu le communiqué Oui. par mail, quand j'ai vu Marine de la Loire, ça m'a fait presque sourire. Je me Oui. suis dit, la marine, dans mon esprit, je me voyais à Toulon, Oui. je me voyais dans le sud de la Marine de la Loire. J'avais l'impression que c'était pas cohérent les deux mots Oui. ensemble. C'est étrange. Et pourtant, c'était pas les mêmes dangers que dans l'océan. Mais il y a eu des accidents, il y a eu des morts, il y a eu des mutilations, puisque c'était dangereux de partir entre Saint-Rambert et Roanne. Après Roanne, il n'y avait pas de souci. C'était compliqué aussi, mais la navigation était extrêmement dangereuse entre Saint-Rambert et Roanne, notamment au niveau du Saut de Pinet. Est-ce qu'il y avait beaucoup de bateaux à l'époque? C'était vraiment comme, pour schématiser, est-ce que c'était comme l'autoroute aujourd'hui, ou alors on avait un bateau de temps en temps? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la Loire n'était pas navigable toute l'année. En plein été, il n'y avait pas assez d'eau. Donc, il n'y a que quelques mois dans l'année où ils naviguaient. Mais suivant les années, c'est entre 1000 et 3000 bateaux qui sont partis chaque année de Andrézieux ou de Saint-Just pour aller jusqu'à Roanne. Donc, c'est pas négligeable. C'est pas l'autoroute où il va y avoir 3000 voitures par jour, mais 3000 bateaux sur le fleuve, c'est quand même conséquent. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous voulez aller, parce que vous êtes plus jeune et vous n'étiez certainement pas encore dans notre région, mais il y a eu pendant plusieurs années un spectacle de l'association Val-Grandjean, Oui. qui, J'en ai entendu pour parler, une partie, se déroulait sur le château des Salois, Oui. et ensuite l'histoire des Rambertes. Donc c'était en bord de Loire, à Oui. Saint-Just, donc entre Saint-Just et vers le Câble, là, Oui. entre Saint-Just et Andrézieux. Le spectacle se faisait ici. Et donc c'était toute l'histoire des Rambertes qui Ouais. partaient le long du fleuve de Loire. Mm. Donc je vous invite vous allez peut-être retrouver des vidéos, des choses comme ça sur Internet. Et il y avait le charbon qui était transporté, mais il y avait aussi du vin. Il y avait d'autres produits aussi de Saint-Étienne. Et du fromage. Et du fromage, mais c'est vrai. Alors, souvent pas forcément depuis le port de Saint-Just ou d'Andrézieux, quoique, un petit peu, mais surtout à partir de Roanne. Il y avait beaucoup de marchandises qui passaient par la route, y compris les rubans de Saint-Étienne et autres, et qui étaient embarqués ensuite à Roanne. Mais même avant, on a des documents où il y avait aussi les fusils qui étaient embarqués sur les Rambertes. On a un document qui... Alors, on parle du port de Saint-Just, du port d'Andrézieux, mais il y avait d'autres ports entre Andrézieux et Roanne. Il y avait même un port à Boutéon, et à Boutéon, on a un document où en fait il y a eu un transport de barriques de vin qui s'est fait sur le fleuve.
Là aussi, une question toute bête. Comment ça se passe? On va démarcher des gens pour créer une exposition. Alors on vient à vous et on vous dit j'ai une exposition à vous proposer. Non, c'est conçu en interne. On a une personne qui est dédiée à cela, Madame Géraldine Barou, qui travaille sur les documents d'archives, qui va contacter aussi des partenaires, d'autres musées dans le secteur, des particuliers aussi qui ont pu nous prêter des objets représentatifs du fleuve et aussi du chemin de fer, puisqu'en fait on termine aussi l'exposition sur cette partie-là. Et donc, on va construire un petit peu cette exposition pour remplir aussi notre espace, puisqu'on a 300 mètres carrés d'exposition, de salle d'exposition. Et on va comme ça concevoir en interne. Donc, ça prend du temps. Hein, ça fait plus d'1 an qu'on travaille dessus. C'est ce que j'allais vous demander. On ne fait pas que ça. C'est combien de mois ou d'années de travail pour de partir de A jusqu'à Z pour monter une exposition pareille? Là, c'est 1 an. 1 an de travail. 1 an. Mais pas 1 an à temps plein, parce qu'on est tous polyvalents, on est une petite équipe, on fait d'autres choses, on fait d'autres choses. Mais il faut ça pour aussi pour s'approprier le sujet, pour être presque aussi calés que ceux qui sont calés, qui sont pareil là aussi, qui sont quand on expose ce magnifique projet qui s'appelle, encore une fois, je l'ai dit, des bateaux et des hommes. Est-ce que du premier jour au dernier jour, est-ce que l'exposition elle évolue? Il y a des particuliers ou des musées qui vous amènent d'autres pièces, ou alors on dit tiens, ça c'était une erreur, on la rectifie suivant les échos un peu, j'allais dire, des gens qui passent dans l'exposition? Il y a des choses qu'on rectifie, c'est vrai. On a pu rectifier un petit peu la précédente exposition qui était sur un artiste rouennais d'adoption qui avait vécu la guerre 14-18 et qui avait fait beaucoup de dessins, d'œuvres sur le sujet. On a pu rectifier 2-3 petites choses en cours d'exposition, mais après, généralement, on rajoute rien. Même si on a des gens qui nous disent on peut vous apporter ceci ou cela. Une exposition, ça se conçoit, ça se réfléchit. Donc il y a des plans, donc on ne peut pas forcément tout changer. Et vous avez parlé d'une année pour la préparer. Est-ce qu'on se projette déjà sur les prochaines? On se projette effectivement déjà sur les prochaines. On y travaille là. Ça commence à germer. Là, ça se passe comment? Là aussi, il y a un pool de personnes qui amènent des idées, ou alors oui. Là aussi, c'est peut-être le maire qui vous dit j'aimerais bien qu'on parle de ça. Comment ça se passe pour choisir les thématiques des prochaines? Il y a des thématiques qui vont dépendre effectivement des idées que peuvent avoir le maire, que peuvent avoir l'adjointe à la culture, alors sans forcément nous dire il faut absolument faire ça, mais non, c'est des indications, des pistes ou des envies qui peuvent, ou des interrogations qui peuvent avoir. Des habitants qui, en dialoguant, vous disent on aimerait bien qu'on nous retrouve des choses sur ça et sur tel sujet. Oui, quoi. Exactement. On essaye de sentir aussi qu'est-ce qui pourrait plaire, qu'est-ce qui pourrait être intéressant. La précédente exposition, on était encore dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18, on s'est dit allez hop, on fait quelque chose là-dessus. Vous aviez invité des anciens combattants? Malheureusement non, on avait quelques témoignages écrits et on appelle ça de l'humour noir. Oui. Hein. Pour terminer, on l'avait gardé pour la fin, la fête de la courge, tout le monde en parle, c'est un événement extraordinaire au château de Bouthéon. Comment c'est né? Quel est le but? Et qu'est-ce qui s'y passe? Quelles sont les choses qui vont arriver dans les années qui viennent? Soyons complets. Alors, la fête de la courge, elle remonte à l'année 2000. C'est une histoire en rapport avec Halloween? Alors, pas du tout. C'est-à-dire qu'on était sur... alors, de ce qu'on m'a dit, j'étais pas là à l'époque, mais les élus voulaient essayer de proposer une manifestation par mois pour l'an 2000. Et pour le mois d'octobre, il y a Monsieur Brault, qui est encore adjoint conseiller municipal délégué sur ce mandat. Gérard, si je me trompe pas. Gérard Brault, exactement. Qui avait proposé de faire une fête de la courge. Pas faire Halloween. C'était pas ça l'esprit, même si il y a des liens forcément. Mais c'était de se dire, voilà, sur le mois d'octobre, c'est l'automne. On est un pays de culture et de culture de courge. Bouthéon, il y avait et il y a encore de la culture de courge. J'ai d'ailleurs une vieille carte postale où on voit en premier plan des cultures de courge et au fond le château. Puis je vais vous dire, un gratin de courge avec du gruyère et peut-être un peu de fromage, c'est une merveille. Excellent, exactement. Et le but c'était ça, c'était de repartir de cette identité locale et puis de valoriser les produits du terroir.
ce qui existe encore, c'est Ouais, on ce revient goût toujours qu'ont les un gens. peu à cette On valorisation revient- du terroir. hein. Exactement. Les gens ont envie, on voit, c'est fou. On a 20 000 personnes sur un jour et demi. Alors, c'est des gens, c'est vraiment 20 000. On compte, on a des entrées, comme c'est dans l'enceinte du parc, on compte. Ça a démarré petit, parce que ça a démarré en l'an 2000, au château, alors qu'il n'était pas encore ouvert, il n'était pas encore restauré. Ça a commencé au départ petit dans les salons du château, ensuite ça a été dans la cour, ensuite sur le parking, ensuite dans le parc. Et maintenant, voilà, c'est incroyable. On est sur... Oui, on est sur les produits de bouche, on est sur le bon, le beau. C'est aussi le côté insolite, avec Moi, j'ai la fête de la plus Mais grosse j'ai envie de courge vous dire le plaisir. et le plaisir. C'est le plaisir gustatif, le plaisir aussi d'être ensemble, de partager, de voir du monde, d'échanger sur des choses simples. Et ça, c'est la vie. Vous qui êtes directeur du château, est-ce que quand on fait toutes ces manifestations, c'est souvent en plein air, est-ce qu'on a l'angoisse du temps? Oui, c'est vrai. Parce que Ça moi, arrive. je me rappelle les fêtes de la courge où il fallait vraiment un bon anorak, ou alors des moments il pleut, ça doit être pas évident, quoi. C'est pas évident. Après, on se dit, il faut y aller quand même. Ouais. Et c'est On croise les doigts. on croise les doigts pour que ça passe, pour essayer de satisfaire le plus de monde. Maintenant, c'est vrai que sur certaines manifestations comme la fête de la courge, même quand il fait mauvais, on a quand même du monde. L'année où il a plu pratiquement, pas tout à fait sur les 2 jours, mais presque, on avait dû faire quand même 4 ou 5 000 personnes qui étaient quand même venues parce que, non, je veux aller voir mon producteur, je sais qu'il est là cette année et j'y vais. Donc, on est très dépendant du temps. C'est pour ça aussi qu'on a cette nouvelle halle pour essayer de se couvrir pour certaines manifestations. Mais oui, on est dépendant. On a Vous avez peur. la date précise de la prochaine édition? Alors la date précise, c'est le 2e week-end d'octobre. Par contre, j'ai pas Non, en mais tête on n'a pas les calendriers devant les yeux, mais c'est pas grave. Ouais. Dernière question pour être complet, le prix de l'entrée du château. Alors, il y a plusieurs possibilités. Parce que c'est ça l'intérêt aussi, vous Ouais. n'êtes pas obligé de tout faire. Parce que si vous faites tout, il faut compter au moins 3 heures. Donc, soit vous faites uniquement le parc, et dans ce cas-là, en tarif réduit, vous êtes à 2,90 et en plein tarif 4,10 €. Soit vous prenez uniquement le château, et là vous êtes à 4,10 € en tarif réduit et à 5,90 € en plein tarif. Ou autrement, si vous prenez l'ensemble, donc pour au moins 2h30 à 3 heures de visite, ça va vous coûter entre 5,90 € et 8,60 €. Après, on a aussi différentes activités, des animations que vous pouvez prendre sans avoir à payer l'entrée, et puis des manifestations où c'est gratuit, où l'entrée est gratuite pour visiter. Très bien, alors moi je voulais finir sur un clin d'œil. On a parlé tout à l'heure de photos de mariage, en off je crois. On va y revenir, mais déjà, moi j'ai un souvenir du château de Boutéan. J'avais à une époque une élection de Miss, et je vous ai appelé, je vous ai dit est-ce que c'est possible de venir pour faire des photos avec les Miss? Et souvent j'ai pris des portes, et vous m'avez dit tout de suite, il n'y a pas de souci. Donc je tenais à le faire devant vous et devant presque tous les auditeurs. Je vous remercie vraiment pour chaque fois que je suis venu vous voir, vous avez été fort agréable. Donc je vous remercie. Et la petite anecdote, c'est que je vous demandais s'il y avait des mariages, on venait faire des photos pour les mariages dans votre magnifique parc et dans votre magnifique château. Et vous m'avez dit que c'était un peu compliqué, qu'il y avait beaucoup de demandes. Donc comment ça se passe aujourd'hui si on veut faire des photos de mariage au parc au château et au parc de Boutéon? Alors pour venir faire des photos, il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est de pouvoir respecter en fait le public, les lieux, et donc de venir comme n'importe quel visiteur aux horaires d'ouverture du site, de payer le même prix que n'importe qui, et puis de partager l'espace. C'est ça parfois le plus difficile, parce que c'est vrai que pour les mariages, pour les personnes, souvent c'est le plus beau jour de leur vie. Avec 90%, 95% des photos de mariage, ça se passe très bien. Et puis bon, vous avez toujours des gens où c'est un peu plus compliqué à gérer. Donc voilà, après, faut arriver comme dans la vie à partager, à respecter les uns et les autres, et les lieux, les animaux et l'espace. Le fameux vivre ensemble. Exactement. Olivier Rousseau, je pense qu'on a été complet. Oui, On n'a rien oublié. je ne pense pas. Si on a oublié quelque chose, vous nous le dites et vous revenez l'année prochaine pour la deuxième saison de Nos Meilleures Années. Merci Avec beaucoup plaisir. d'être venu. Nous, on ira vous voir avec plaisir aussi du côté du château et du parc de Boutéon, parce que je le dis et je le redis, c'est vraiment un très très bel endroit. C'est vraiment un endroit, si vous n'avez pas eu la chance d'aller le découvrir, je vous invite à le faire. Il y a des conférences, il y a de la nourriture, il y a de l'histoire, il y a même, on l'a dit, des poissons. Oui.
Exactement. Il y a tout ce qu'il faut pour s'enrichir intellectuellement et de temps en temps, quand il y a des manifestations, pour s'enrichir aussi au niveau gastronomique. Merci beaucoup Olivier Rousseau d'être venu. On termine cette émission comme on le fait chaque semaine avec la dernière chanson que vous avez choisie. Et là, c'est quelque chose que je connais pas. Vous m'avez dit que c'était extraordinaire. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur cette chanson qui va être interprétée par Mathieu Chédid et Monica Bellucci, qui s'appelle Paroles et Paroles. En son temps, ça a été un tube ou un grand succès de Alain Delon et Dalida. Pourquoi ce choix ? Alors, ça a été compliqué à choisir. Vous m'avez dit, choisir 3 chansons. Alors, je me suis dit, tiens, là, c'est un album que j'écoute beaucoup en ce moment. C'est un album du trompettiste Ibrahim Mahalouf, qui a refait toute une reprise, en fait, de Dalida. Et il y a ce titre, que j'écoute bien parce que j'aime bien Mathieu Chédid, j'aime bien M. Je le suis depuis longtemps. J'avais découvert dans une petite salle à Reims quand j'étais étudiant. Et voilà, ça, je l'ai trouvé intéressant de partager ce moment avec vous, avec les auditeurs. Paroles et paroles, à la semaine prochaine.